la pénurie des ressources, le changement climatique. On peut avoir une conscience de la possibilité de ces phénomènes, mais ça reste une conscience abstraite. On ne sait pas vraiment ce que c'est que la pénurie des ressources. On ne sait pas vraiment ce que c'est que le changement climatique, surtout si on vit dans des pays occidentaux, dans des pays développés. Pourtant, la pénurie des ressources, le changement climatique, c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. On pourrait cependant se dire que ce n'est pas très grave, cette pénurie climatique, cette pénurie des ressources, ce changement climatique. Au fond, la température augmente, mais ça nous a simplement empêché de dormir quelques nuits en août 2003. Pourtant, si on n'agit pas maintenant, il risque d'y avoir des conséquences qui sont déjà là. Des conséquences qui n'offrent pas de retour possible en arrière et qui briseraient notre confort, qui briseraient peut-être aussi et surtout notre vie telle qu'elle est, notre démocratie, notre paix. Car s'il y a la paix, c'est bien parce qu'il y a une croissance économique grande, c'est bien parce que les hommes peuvent faire du commerce, mais le jour où ce ne sera plus possible, il risque d'y avoir des temps extrêmement compliqués. La thèse de Jean-Marc Jancovici dans ce livre, c'est de dire que les êtres humains sont drogués à l'énergie. Nous sommes drogués à l'énergie. La seule et véritable révolution du 19e siècle, c'est l'accès à une source d'énergie de manière inédite dans l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Âge, un travailleur qui va charrier la terre pendant 8 heures produit 0,05 kW par heure. C'est une quantité d'énergie qu'il produit en travaillant 8 heures par jour. Désormais, au XXIe siècle, 1 litre de pétrole correspond à 10 kW par heure, soit le travail de 10 paires de jambes en une journée ou de 100 paires de bras sur cette journée. Avec 1 euro, c'est-à-dire 10 minutes de travail pour quelqu'un qui est au SMIC, je m'achète l'équivalent du travail humain de 10 à 100 personnes en une journée. Cet accès à l'énergie a eu des impacts, des effets directs sur la population. L'ouvrier occidental vit 2 à 3 fois plus longtemps qu'un seigneur au Moyen-Âge. Pourtant, ils font essentiellement le même travail de remuer la terre. Ainsi donc, avec un même travail, une même capacité, on a réussi à déployer 10 fois plus d'énergie qu'avant. L'énergie abondante est donc notre plus grande addiction. C'est une addiction collective et non vue comme telle. Pourquoi c'est une addiction ? Parce que avec cette nouvelle forme d'énergie, on est capable de faire, d'accomplir beaucoup plus et de vivre dans des conditions beaucoup plus confortables. Quelles sont ces conditions beaucoup plus confortables ? L'espérance de vie des Occidentaux a doublé, elle est passée de 25 à 70 ans. Les machines ont remplacé une large partie des travaux pénibles. On a la santé gratuite. Et contrairement aux paysans du XVIIe siècle, un travailleur ne meurt pas de faim, ne meurt pas de froid. Et il meurt uniquement de certaines maladies, mais beaucoup ont été éradiquées. Nous sommes devenus Homo energeticus. Ça veut dire que désormais, on est dans un mode de vie qui a besoin de toujours plus d'énergie et d'un besoin constant à l'énergie. Or, qu'est-ce qui va se produire si on continue d'augmenter l'énergie ? Eh bien, ça risque de provoquer des gaz à effet de serre, sachant que les émissions de CO2 humaines sont à 40% générées par le pétrole et à 40% générées par le charbon. Et si on veut la croissance économique, eh bien on veut en même temps que les gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Et l'évolution climatique des 20 prochaines années est à peu près scellée. Elle augmentera de plusieurs degrés au cours de ce siècle. Or, on a vu ce que a donné une diminution de 5 degrés, ça a donné une ère glaciaire, et une augmentation de 5 degrés. Peut-être que ça pourrait donner une ère de chaleur inédite. Et on ne sera plus sur des températures entre 35 et 40 degrés, mais peut-être 40, 45, voire 50 degrés. Ces ressources sont limitées. Il faut 300 millions d'années pour faire du charbon et quelques millions pour faire du gaz et du pétrole. Et la consommation a été multipliée par plus de 40 entre 1920 et 2000. Les découvertes mondiales de pétrole sont en baisse rapide depuis 1960 et depuis 1980, les découvertes de pétrole sont inférieures à la consommation. Alors, ce n'est pas non plus vrai de dire qu'il n'y aura plus de pétrole en 2100. Par contre, il n'y en aura certainement plus à des prix abordables pour 7 milliards d'hommes. Avec toutes ces données, la question est, allons-nous laisser à nos enfants un climat complexe mais gérable, ou bien des conditions
dont il ne vaut pas parler tant elles paraissent catastrophiques. Que se passera-t-il ? Que se passera-t-il si on continue d'agir comme on le fait ? On peut dire que la paix en Occident, depuis 1945, existe, en tout cas en Europe. Et peut-on penser que cette paix est simplement le résultat d'un consensus, le résultat d'une acceptation enfin des peuples vers la paix ? C'est probable que non. C'est probable que non parce que, à la fin de la Première Guerre mondiale, on pensait déjà que c'était la der des der. La Première Guerre mondiale devait être la fin de toutes les guerres mondiales. Que s'est-il passé ? Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. En 2050, que se passera-t-il ? Quand le pétrole deviendra plus rare, quand il y aura un chômage de masse, quand des dictateurs arriveront au pouvoir. Si on observe simplement les étés où il y a eu des pics de chaleur à plus de 40 degrés pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Des conséquences graves ont été données et simplement avec une légère augmentation de la température. Voilà les conséquences graves. Des récoltes divisées par 20%, une eau réduite, 70 000 morts en Europe lors de cette canicule de 2003, 15 000 en France, soit 4 fois plus que lors d'un été normal. Pénurie de fourrage pour le bétail dans de nombreux départements français. Plusieurs millions de volailles meurent dans les poulaillers industriels non climatisés. Les pertes économiques de la canicule sont estimées à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en moins. Le prix du blé par tonne est passé de 100 euros en mars à 130 euros en septembre. Certes, il y a des morts, 1 million de morts par an sur l'autoroute à cause de la cigarette, mais les pires événements de l'histoire de l'humanité, ce sont les famines, les maladies et l'oppression politique. La guerre. Ainsi, notre avenir ne semble pas radieux. Alors, il y a la possibilité de penser qu'on pourra faire mieux, qu'on arrivera à s'adapter, qu'on arrivera à réchauffer quand il fera froid, à refroidir quand il fera chaud. Mais ce pouvoir suppose à chaque fois l'usage de l'énergie. C'est grâce à l'énergie qu'on est capable de construire rapidement des hôpitaux, de trouver des vaccins, de conserver les aliments. Bref, c'est notre capacité énergétique qui conditionne notre faculté à réagir face à l'adversité climatique. Or, ce qui va se passer dans un monde où l'adversité va grandir croissant, c'est que les moyens d'empêcher ces aléas de nous toucher, c'est-à-dire l'énergie, va aller diminuant et diminuant. Alors, il y a la possibilité d'avoir des énergies renouvelables, donc ce sont des énergies qui seraient illimitées et qu'on pourrait utiliser, sauf que ce sont des énergies qui sont extrêmement difficiles à exploiter et qu'on n'arrive pas à exploiter à leur plein potentiel et qui demandent parfois trop de ressources simplement pour pouvoir les utiliser. Par exemple, pour le bois, c'est 10% de la consommation d'énergie primaire et le faire passer à 40% par exemple, puisque on a 40% qui est dû au gaz et au pétrole, ça suppose de déforester une grande partie des surfaces utilisées pour se nourrir ou pour se loger. Pour faire une tonne de biocarburant, il faut disposer d'1 hectare de terre agricole. L'éthanol qui permet en apparence la production de 3 à 4 tonnes de carburant à l'hectare n'est pas une très bonne affaire. Car quand on déduit l'énergie nécessaire pour fabriquer les engrais, le tracteur, récolter, broyer, transporter le produit et la culture, cela laisse 1 tonne de carburant déjà consommé. En France, nos transports consomment 50 millions de tonnes de pétrole par an et tout le pétrole importé en France supposerait de planter du colza et des betteraves sur 50 millions d'hectares. Or, la surface de la France, c'est 55 millions d'hectares. Où va-t-on trouver l'endroit pour pouvoir développer cette énergie et ce biocarburant ? Sachant qu'il y a encore 15 millions de tonnes de pétrole qui est juste pour chauffer les bâtiments et 25 millions de tonnes pour faire tourner l'industrie. Quant à l'hydroélectricité, c'est 5% mondial. Ça peut fonctionner, mais à un prix écologique immense. En Chine, par exemple, on a déplacé 1 million de personnes et on a tué toute la biodiversité d'un lac afin d'avoir des rendements en hydroélectricité. L'éolien, quant à lui, pas grand-chose à dire, si ce n'est que il faudrait plusieurs milliers de grandes machines pour remplacer un seul réacteur nucléaire. La géothermie ou le solaire, ça représente 0,5 mondial. Ça peut être prometteur, mais il va falloir trouver une solution dans les 40 prochaines années et c'est très peu probable que cette solution vienne grâce à ces énergies. Quant à deux autres sources d'énergie, l'hydrogène et le nucléaire, alors le nucléaire, si on veut faire passer le nucléaire à 75% de production mondiale d'énergie, aujourd'hui il représente 5%, il faudrait construire 8000 réacteurs, c'est possible, mais dans un monde qui fonctionne sur le principe de démocratie, cela semble compliqué du fait de la mauvaise presse du nucléaire.
De plus, le nucléaire ne garantit pas forcément des carburants liquides en même quantité que le pétrole. Et enfin, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz extrêmement dense qui demande une certaine logistique au niveau du transport et qui demande donc beaucoup de ressources pour pouvoir être mis en place. Ainsi, le problème ne vient pas du caractère diabolique de telle ou telle ressource, mais des ordres de grandeur en jeu. En effet, en 2000, un Français au SMIC consomme l'équivalent de 4 tonnes de pétrole par an. Et si on doit passer à 9 milliards d'individus, les plans qui veulent garantir de telles conditions pour tout le monde n'existent pas. Parce que ça voudrait dire multiplier par 3 l'énergie consommée sur Terre. Et même avec le pétrole et le nucléaire, c'est impossible. Le système implosera avant. Même si on veut faire en sorte que tout le monde ait des conditions de vie égales à celles d'un Français, eh bien ce n'est pas possible. La consommation qui pose problème, c'est bien celle de ceux que l'on appelle les modestes, les Français des classes moyennes. On pourrait penser qu'il faut s'attaquer à la consommation des gros. Et c'est vrai que leur consommation est au-dessus de la moyenne. Mais une petite révolution où on couperait la tête des riches n'est pas une solution viable. Pourquoi ce mode de vie n'est pas viable ? Parce que, certes, on a construit des choses de plus en plus économes, mais la surface habitable des Français a grandi et leur consommation a grandi. On est passé de 25 à 35 mètres carrés entre 1975 et 2000 pour l'habitat des moyens des Français. La surface totale des logements a presque doublé. On a des frigos autonomes, certes, mais le vieux frigo fait 150 litres et le nouveau frigo moyen fait 350 litres, plus un congélateur autonome. On a tous un ordinateur, 40% des ménages en 2000 contre 0% en 1973. Un sèche-linge, 30% contre 0 en 1973. On ne parle pas des grille-pains, des mixeurs. Certes, on a fait des progrès dans notre façon de consommer, dans notre économie d'énergie, mais le total, c'est que la consommation électrique des logements et des bureaux a été multipliée par plus de 4 en 30 ans. Ainsi, même un niveau de vie considéré comme moyen n'est pas un niveau de vie qui est souhaitable et maintenable sur le long terme pour l'ensemble de la population humaine. Faut-il blâmer les politiciens pour ces mauvaises décisions et la direction dans laquelle nous allons ? On a une mauvaise opinion des élus, mais les élus ne sont pas censés être plus intelligents que les autres. Ils ont simplement le pouvoir de nous représenter. Et à partir du moment où ils représentent nos habitudes quotidiennes de consommation énormes, on ne peut pas les blâmer d'entamer à coup de grandes mesures politiques la démarche de décroissance. Il y a un grand problème, ce sont les indicateurs économiques. On ne fait rien sans se soucier de comptabilité. Quand on fait de la comptabilité à l'échelle d'un pays, on regarde un indicateur, le PIB. Le PIB, ça sert à quantifier la valeur totale de la production de la richesse annuelle effectuée par les agents économiques, ménages, entreprises, administrations publiques, à l'intérieur d'un territoire. Les activités dites négatives, par exemple les dépenses liées aux accidents domestiques, industriels ou routiers, sont comptabilisées, tandis que les activités positives à la fois non marchandes et non administratives, comme l'art ou les activités altruistes, ou l'activité bénévole ou la production domestique ne sont pas comptés. Le PIB mesure en fait les billets qui rentrent et les billets qui sortent. Il ne fait pas de bilan prévisionnel identique à celui réclamé par toute banque ou tout candidat à une création d'entreprise. La comptabilité ne tient pas compte du patrimoine, mais seulement des liquidités créées et dépensées. Elle ne tient pas non plus compte des actifs naturels et n'intègre pas les variations et donc les dégradations éventuelles des actifs. Le PIB compte la sueur de l'agriculteur, mais pas l'existence des sols fertiles sur lesquels il cultive. Le PIB compte les sommes dépensées par les touristes, mais rien sur l'existence du littoral ou de l'océan. Jean Covici montre que les indicateurs économiques, surtout le PIB, ne permettent pas de bien comprendre l'évolution de la richesse. Si on prend l'exemple de la disparition de la morue au large de la Terre-Neuve, elle a contribué positivement au PIB. L'épuisement du stock de cette morue n'est nulle part mentionné de manière explicitement négative, alors que la pêche, qui en est à l'origine, a engendré une comptabilité positive pendant 2 siècles sur la fabrication des bateaux, des engins de pêche, des revenus des pêcheurs, des vendeurs, des transformateurs, des fabricants de boîtes de conserve, de camions, d'étalage, de poissonnerie. Or, désormais, on ne peut plus compter sur cette ressource et toute cette économie, cette industrie ne fait que décroître avec le temps. Alors, est-ce la fin de l'espèce humaine ? Sommes-nous condamnés à mourir, à attendre que la bombe arrive ? Jean Covici propose une solution et selon lui, il existe une solution pratique et simple à l'échelle économique. Cette solution consiste à payer le coût réel de l'énergie et cela particulièrement pour le pétrole. Et on peut faire ça d'une façon simple par la taxe.
L'exemple de l'Australie est frappant. En faisant passer le prix du paquet au-dessus de 20 $, le pays a divisé par 2 le nombre de fumeurs. Alors il faudra faire ça de manière progressive, mais sans retour en arrière et de quelques pourcents par an. Parce que les avantages de la taxe, c'est qu'elle fait porter la charge sur tous, car tout le monde est responsable et pas seulement les plus riches. Et cela permet de faire des projets de grande nature, réorganiser la préservation de l'énergie, meilleure isolation, meilleure capacité à recycler les déchets, etc. Bien sûr, cela aura un impact sur l'économie de taxer le pétrole. Moins d'achats, moins de voyages, moins de vêtements. Mais si ce n'est pas maintenant et de manière progressive, la physique et la loi naturelle nous le feront sentir de manière très brutale que nous devrons entrer dans un moment où il y a une période de décroissance. Alors pourquoi par exemple ne pas simplement payer les conséquences? On pourrait ne faire que payer les réparations liées aux conséquences du réchauffement climatique. Mais payer les conséquences revient extrêmement cher. Par exemple, prenons le cas de l'amiante. Si on avait anticipé tous les coûts liés aux maladies, le prix aurait monté et on aurait moins utilisé l'amiante. Il vaut mieux faire porter une petite charge sur le pollueur pour réduire la pollution à la source plutôt que d'imposer une grosse charge à la victime ensuite. Si on essaie de prévenir les coûts en imposant un coût légèrement supérieur dès le temps présent, eh bien ça sera plus bénéfice à long terme que de payer les grandes conséquences par la suite. Un autre problème de la taxe, c'est que ça peut enrichir les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, déjà, ils sont payés à ne pas faire grand-chose. Mais plus de fonctionnaires, ça veut aussi dire plus de personnes qui seront là pour nous aider. Par exemple, plus on a de fonctionnaires, plus on a de pompiers qui sont prêts à réagir. Et dans les temps futurs, ce sera une denrée rare et précieuse. La taxe sera un problème parce que ça va toucher les personnes qui sont dans le plus de difficultés, comme les agriculteurs, les pêcheurs et les routiers qui sont bien à la peine au niveau économique. Mais aussi doivent apprendre à s'adapter parce que ce sont les premiers touchés demain si on ne fait rien aujourd'hui. Ça pourrait aussi tuer les entreprises si on fait un plus grand nombre de taxes. Mais y aura-t-il une espèce de compétitivité si le choc du pétrole fracasse tout le système industriel? Ceux qui sauront taxer les entreprises, les États qui sauront taxer le plus tôt, donneront dans le futur un avantage économique essentiel sur le long terme en relocalisant immédiatement leur activité et en fondant leur production sur une autre source que le pétrole. Par exemple, aux États-Unis, il y a une industrie florissante des voitures et des 4x4. Eh bien, peut-être que cette industrie sera amenée à chuter complètement dans les années à venir. Et ça pourrait être une chose intéressante que d'anticiper cette chute. Enfin, peut-être qu'on peut se dire, au lieu de taxer, on peut peut-être subventionner les énergies non renouvelables, leur donner beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que les caisses de l'État sont déjà vides. Et la taxe, justement, va permettre de re-remplir ces caisses vides. Le fait qu'on soit drogué à l'énergie, c'est un peu comme quelqu'un qui fumerait beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut, après avoir fumé 20, 30, 40, 60 ans, arrêter maintenant de fumer? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il veut attendre d'avoir un cancer en métastase pour commencer peut-être potentiellement à arrêter de fumer? C'est pareil pour nous, pour l'humanité. Est-ce qu'on veut continuer à faire l'expérience de la drogue de l'énergie, avancer, brûler, consommer un maximum d'énergie, ou bien au contraire on veut s'arrêter maintenant et faire en sorte qu'on puisse avoir quelques chances de survie? Et même si on décide de ne rien faire, le processus de décroissance se fera sans nous. Ce retrait d'une grande consommation d'énergie ne sera pas facile. Ça va faire mal, un peu comme quand on prend une drogue. Pourquoi ça va faire mal? Parce que 90% des machines font le travail des paysans d'autrefois. Tous nos modes de vie ont changé et le peuple a déserté la campagne pour s'agglutiner dans les villes. On a pu occuper un emploi de bureau. Et ça, c'est un emploi qui est beaucoup moins difficile physiquement, énergétiquement, qu'un emploi à la campagne et dans le champ. Pourtant, un employé de bureau, par son travail seul, consomme à peu près l'équivalent d'1,5 tonnes de pétrole par personne et par an. C'est ce que consommait un Français pour tous ses usages en 1960 en un an. Nos ancêtres ont vécu dans la hantise des maladies, des prédateurs, des famines. Or, nous vivons dans une période où on est en train d'inverser les pénuries. Et la pénurie d'énergie est en train de tuer notre civilisation.